Le 15 novembre 1986, Berlin-Ouest. À l'intérieur du laboratoire frais et faiblement éclairé du centre médical laser, de lourds générateurs électriques bourdonnent bas et régulièrement. Au centre de la pièce, penché sur les oculaires d'un microscope chirurgical, se tient immobile le docteur Patricia Butt. Elle porte une blouse médicale d'un blanc immaculé. Ses cheveux sont soigneusement attachés et son visage est dissimulé derrière un masque de protection. Dans ses mains, serré comme le plus grand des trésors, un appareil à fibres optiques d'une finesse extrême, un prototype fonctionnel qu'elle a elle-même conçu, assemblé et modifié des dizaines de fois. Autour d'elle, des câbles épais et des fils s'entremêlent sur le sol et les tables, tirant vers un massif laser à eximère. Un appareil qui, à cette époque, semblait un miracle inaccessible de haute technologie. L'air dans le laboratoire exigu est imprégné de l'odeur âcre de l'ozone et de l'alcool médical. Patricia ajuste prudemment la puissance du faisceau laser, retenant son souffle. Un seul faux mouvement, la moindre erreur dans les calculs d'énergie, et le puissant faisceau de lumière concentré pourrait brûler de façon irréversible les tissus fragiles de l'œil humain. Mais si ces calculs physiques sont corrects, si des mois de nuits blanches passées sur les plans n'ont pas été vains, cette lumière pulsante peut accomplir ce qui était auparavant considéré comme de la pure fantaisie, vaporiser une cataracte opaque, dure comme la pierre, sans douleur, sans grandes incisions et sans effusion de sang. Imaginez-vous à sa place à ce moment-là. Vous êtes à des milliers de kilomètres de chez vous, dans un pays étranger et froid, entouré de scientifiques parlant une autre langue. Vous n'êtes ici que parce que votre patrie ne disposait pas de l'équipement technologique adéquat et que de nombreux esprits académiques avaient tout simplement refusé de croire à votre idée radicale. La tension dans la pièce est si palpable qu'on pourrait la couper au scalpel. C'est l'aboutissement de longues années de luttes acharnées, de recherches interminables et de quêtes infatigables pour trouver une réponse à l'un des plus anciens défis médicaux de l'histoire de l'humanité. Mais pour comprendre vraiment comment l'éminente Dr Bath s'est retrouvée dans ce laboratoire berlinois, une sonde laser unique en main, il nous faut remonter le temps et jeter un regard sur cette obscurité séculaire qu'elle a juré de dissiper. Pendant de nombreux siècles de l'histoire humaine, la cataracte a été un synonyme incontestable de cécité imminente et irréversible. Imaginez un monde qui, jour après jour, s'assombrit et perd ses contours. Les couleurs vives se transforment en taches grises troubles, les visages des proches s'estompent sans pitié, la lumière des lampadaires le soir se dilate en halos aveuglants, puis tout devient une brume impénétrable et sourde. La cataracte est une opacification physiologique du cristallin, la lentille biologique naturelle de notre œil. Dans un état sain et jeune, le cristallin est parfaitement transparent et focalise idéalement les rayons lumineux sur la rétine. Mais avec l'âge, en raison de traumatismes, de maladies ou de l'exposition aux ultraviolets, les protéines complexes à l'intérieur commencent à se dégrader, à perdre leur structure et à s'agglutiner, formant un nuage blanc dense qui bloque le passage de la lumière. Jusqu'à la fin du XXe siècle, l'ablation de la cataracte ressemblait davantage à l'artisanat brutal d'un boucher qu'à une science médicale subtile. Dans l'Antiquité profonde, des guérisseurs itinérants utilisaient une méthode terrifiante connue sous le nom de reclining ou l'abaissement du cristallin. Ils prenaient une aiguille épaisse et non stérile ou une épine et poussaient littéralement le cristallin opacifié à l'intérieur du globe oculaire, dégageant ainsi l'axe visuel. C'était une procédure douloureuse, réalisée sans anesthésie, après laquelle les patients perdaient, dans la grande majorité des cas, la vue complètement en raison d'infections monstrueuses ou d'inflammations très graves. En 1747, le chirurgien français Jacques Daviel réalisa pour la première fois une opération d'extraction complète de la cataracte de l'œil, ce qui marqua une véritable révolution. Mais même 2 siècles plus tard, la chirurgie oculaire restait incroyablement traumatisante. Au milieu du XXe siècle,
Les médecins pratiquaient une énorme incision sur la cornée, occupant près de la moitié de sa circonférence, afin d'extraire physiquement, à l'aide de pinces spéciales ou de sondes cryogéniques, le cristallin opacifié en entier. Les patients devaient rester alités pendant des semaines dans une chambre d'hôpital, les yeux bandés hermétiquement. Leurs têtes étaient immobilisées de manière rigide par de lourds sacs de sable de chaque côté, afin que le moindre mouvement accidentel pendant le sommeil ou la toux n'entraîne la rupture des sutures fraîches et la sortie complète des fluides internes de l'œil. Plus tard, en 1967, le médecin américain Charles Kellman inventa la phacoémulsification, une méthode par laquelle le cristallin était fragmenté de l'intérieur par des ultrasons à haute fréquence, puis les fragments étaient aspirés. Ce fut un pas de géant, permettant de réduire considérablement la taille de l'incision chirurgicale. Mais les ondes ultrasonores présentaient un inconvénient fatal. Elles dégageaient une quantité énorme d'énergie thermique. Les cataractes anciennes et très dures nécessitaient l'utilisation d'une puissance ultrasonore si élevée que l'aiguille métallique de l'instrument pouvait littéralement cuire les tissus délicats environnants, endommageant de manière irréversible la couche interne de la cornée. La procédure restait risquée, imprévisible et exigeait des chirurgiens une virtuosité phénoménale. Des millions de personnes à travers le monde restaient aveugles simplement parce qu'elles n'avaient pas accès à des cliniques de haut niveau ou que l'opération elle-même s'avérait trop dangereuse pour elles en raison de maladies concomitantes. Pour la jeune Patricia Bath, ce problème mondial n'a jamais été une simple question médicale abstraite tirée des manuels universitaires. Elle a vu cette tragédie de ses propres yeux dès ses premières années. Née le 4 novembre 1942 à Harlem, un quartier célèbre de New York qui, en ces temps difficiles, était le symbole de la plus profonde pauvreté, de la surpopulation et d'une cruelle ségrégation raciale, Patricia. Sa mère était issue d'une ancienne famille d'esclaves africains et d'Amérindiens Cherokees. Elle travaillait comme simple femme de ménage, économisant chaque centime pour payer l'éducation de base de ses enfants, et répétait souvent une phrase importante à la jeune Patricia. Ne jamais se contenter de moins que son maximum absolu. C'est sa mère, remarquant l'étincelle de curiosité dans les yeux de sa fille, qui lui a offert son premier véritable kit de jeune chimiste. Une simple boîte en carton avec de vrais tubes à essai et des réactifs de base qui est devenue pour la jeune fille noire du ghetto une fenêtre sur le monde infini de la grande science. À Harlem, le milieu du XXe siècle fut une période de dures épreuves et de lutte pour la survie. Patricia voyait chaque jour dans les rues des personnes qui perdaient la vue et se retrouvaient instantanément en marge de la vie sociale, privées de toute possibilité de travailler, de lire et de prendre soin d'elle-même dans un monde qui ne faisait pas de cadeaux aux faibles. Mais son esprit brillant était avide de connaissances et de découvertes. Encore au lycée, elle postula et obtint une prestigieuse bourse de la National Science Foundation. N'étant qu'une adolescente, elle mena des recherches complexes en mathématiques et en biologie sur le lien entre le cancer, la qualité de l'alimentation et le stress psychologique. Son travail méticuleux fut reconnu comme si exceptionnel et statistiquement significatif que la jeune chercheuse fit la une des principaux journaux américains. Mais sa véritable et profonde vocation fut la médecine, et sa mission de vie principale fut de sauver la vue humaine. Après être entrée au collège de médecine de l'université Howard, puis être revenue triomphalement dans sa ville natale de New York pour effectuer son internat, la jeune Dr Butt a été confrontée à la réalité choquante du système de santé. Alors qu'elle travaillait intensivement à l'hôpital de Harlem, elle a prêté une attention particulière à une statistique effrayante et inexplicable. Parmi les patients de son quartier pauvre d'origine, il y avait 2 fois plus de personnes complètement aveugles que parmi les patients de la clinique ophtalmologique d'élite de l'université Columbia, située à seulement quelques dizaines de kilomètres de là. Elle commença à étudier ce phénomène social de manière systématique, comme une véritable scientifique. Pourquoi les gens de Harlem devenaient-ils aveugles à une échelle aussi effroyable ? La réponse était à portée de main.
Mais la communauté médicale de cette époque conservatrice préférait détourner le regard et l'ignorer. La cause n'était absolument pas une mauvaise génétique, ni des maladies particulières inconnues de la science. La cause était un manque catastrophique d'accès aux soins ophtalmologiques les plus élémentaires et à la prévention. Chez les habitants des quartiers pauvres, une cataracte banale et une pression intraoculaire élevée restaient non diagnostiquées pendant des années, jusqu'à ce que la vue soit perdue à jamais. Pour Patricia, cette prise de conscience a marqué un tournant décisif dans son destin. Elle a clairement compris que se contenter de rester dans un cabinet et de soigner des yeux ne représentait qu'une moitié de la tâche. Il fallait changer le système de santé lui-même à la racine. Elle a proposé une idée philosophique et médicale radicale, presque révolutionnaire pour l'époque. La vue est un droit fondamental de base pour chaque être humain, et non un privilège des riches. En 1976, elle est devenue cofondatrice de l'American Institute for the Prevention of Blindness. Elle se rendait personnellement dans les quartiers pauvres, examinait gratuitement des milliers d'enfants dans les écoles locales, distribuait des gouttes oculaires et des vitamines nécessaires, sauvant littéralement des gens de la cécité évitable. Bientôt, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme d'origine afro-américaine à terminer avec succès un internat complet en ophtalmologie, brisant les épais murs des préjugés et de la discrimination systémique dans une profession d'élite où dominaient absolument les hommes blancs. Mais plus elle réalisait d'opérations microchirurgicales complexes, plus elle comprenait clairement et vivement la limitation catastrophique des instruments médicaux existants. Les scalpels en acier, les ventouses mécaniques et même les sondes ultrasoniques avancées étaient trop grossiers, trop dangereux. Les opérations restaient sanglantes, la récupération des patients douloureusement longue et le risque de complications graves inacceptablement élevé. Patricia réalisait que la chirurgie avait besoin d'une approche totalement nouvelle et sans précédent. Elle avait besoin d'un instrument qui ne fonctionnerait pas par la force destructrice de la friction mécanique ou par un échauffement dangereux, mais par quelque chose d'immatériel, de pur et d'infiniment précis. Elle avait besoin de lumière contrôlée. En 1980, le docteur Batt a rejoint l'Université de Californie. C'est là, dans l'atmosphère électrisante des grandes découvertes scientifiques du début des années 80, que son esprit génial a commencé à former un concept audacieux. À cette époque, les lasers commençaient déjà à être timidement appliqués dans divers domaines de la médecine. Ils étaient utilisés pour souder par points la rétine décollée au fond de l'œil ou pour arrêter instantanément les petites hémorragies. Mais personne ne pensait absolument à utiliser un faisceau laser pour détruire et éliminer complètement la cataracte. Le cristallin se trouve profondément dans l'œil, entouré de fluides et de tissus essentiels. Comment y acheminer un faisceau d'une puissance destructrice sans endommager la cornée fragile et parfaitement transparente sur le chemin? Comment faire en sorte que la lumière brise la cataracte dure en poussière sans faire bouillir le liquide intraoculaire au passage? La communauté scientifique a accueilli son idée révolutionnaire avec un scepticisme flagrant, voire des moqueries. Des experts faisant autorité dans le domaine de la physique des lasers affirmaient sans appel que c'était techniquement impossible et mortellement dangereux. Les lasers médicaux ordinaires de l'époque, fonctionnant en mode thermique continu, dégageaient une quantité colossale d'énergie. Si un tel faisceau continu était dirigé à l'intérieur de l'œil humain, l'eau, qui constitue la base des tissus vivants, bouillirait instantanément, provoquant une véritable explosion à l'intérieur du globe oculaire. Ses aînés lui conseillaient d'abandonner cette entreprise folle, lui disant qu'elle gaspillait sa carrière à courir après une science-fiction irréalisable. Mais Patricia Batt, endurcie par une enfance à Harlem et de longues années de lutte académique, n'avait pas l'habitude de reculer devant le mot « impossible ». Si les lasers continus traditionnels ne convenaient pas, raisonna-t-elle,
Il fallait trouver une source de lumière complètement différente, une autre longueur d'onde, un autre principe de délivrance d'énergie. En 1981, elle a entamé seule ses premières recherches théoriques méticuleuses qui finalement, après de nombreuses années d'échecs et de succès, l'amèneraient à l'invention de la sonde laser pour la phacoémulsification, cet appareil élégant capable de vaporiser le cristallin malade avec une précision micrométrique. Elle s'est plongée dans l'étude approfondie de la physique des lasers, de l'optique géométrique et des dernières technologies de transmission de lumière par fibre. Elle devait accomplir l'impossible, croiser harmonieusement la chirurgie oculaire conservatrice avec la physique quantique de pointe. Mais aux États-Unis d'Amérique, au début des années 80, les portes des laboratoires dotés d'équipements laser véritablement avancés restaient fermement closes aux chercheurs solitaires aux idées non conventionnelles, et les appareils médicaux appropriés n'existaient tout simplement pas. Pour concrétiser son grand rêve et prouver la justesse de ses calculs, Patricia devra quitter le confort des cliniques californiennes, quitter sa patrie et partir à la recherche des technologies nécessaires là où la science appliquée faisait ses pas les plus audacieux et les plus risqués. C'est pourquoi la prochaine étape de son parcours s'est déroulée non seulement dans les blocs opératoires de Los Angeles, mais aussi dans les espaces scientifiques où la technologie laser évoluait plus rapidement que dans la médecine clinique ordinaire. Au début des années 80, Patricia Bath liait de plus en plus l'avenir de la chirurgie de la cataracte à l'énergie lumineuse dirigée, plutôt qu'à la mécanique brute des instruments en acier. Pour la plupart, son approche était inhabituelle, ne serait-ce que parce qu'elle pensait simultanément en tant que médecin, inventeur et chercheuse en santé publique. Pour elle, l'objectif n'était pas simplement de concevoir un appareil sophistiqué pour les cliniques riches, mais de créer une technologie qui pourrait un jour réduire le fardeau mondial de la cécité évitable. Cette idée découlait directement de sa conception plus large de l'ophtalmologie communautaire, dans laquelle la détection précoce des maladies, l'accès au traitement et la possibilité même de préserver la vision étaient considérés comme une question de justice et pas seulement de technique. Alors que Bath commençait à se plonger dans la physique des lasers, elle a été confrontée au problème principal. L'œil n'est pas simplement une petite caméra, mais un milieu optique extrêmement sensible où l'erreur ne se mesure pas en millimètres, mais en fractions de millimètres. Il n'était pas possible de simplement diriger un faisceau lumineux puissant dans l'œil et d'espérer le meilleur. Il fallait atteindre un niveau de contrôle tel que l'énergie détruise le matériau trouble de la cataracte, tout en épargnant les structures oculaires environnantes. Dans sa quête de cette solution, elle a travaillé avec des centres européens où il était possible d'étudier et de tester des équipements laser plus modernes, et son travail à Berlin est devenu un maillon particulièrement important dans cette voie. C'est là que l'idée a progressivement cessé d'être une simple hypothèse intellectuelle pour commencer à se transformer en un système d'ingénierie que l'on pouvait tenir en main, connecté à des appareils et adapté à la pratique chirurgicale. Imaginez, la percée clé ne résidait pas dans le mot « laser » lui-même, mais dans la manière exacte d'utiliser le laser à l'intérieur de l'œil. Bath développait un appareil qui n'envoyait pas simplement une impulsion lumineuse, mais combinait plusieurs fonctions. L'action du laser sur la cataracte, le rinçage du champ opératoire et l'élimination du matériau détruit. Cette combinaison est devenue la base de l'instrument qui a reçu le nom de Laser Phaco Probe. Le nom était précis et presque programmatique. Il liait le laser à la phacochirurgie de la cataracte, mais proposait un principe de fonctionnement différent. Non pas fragmenter le cristallin opacifié par la seule vibration, mais utiliser l'énergie lumineuse pour sa destruction, puis retirer les résidus par le système de sonde lui-même. Pour le chirurgien, cela signifiait non pas un nouvel instrument, mais une nouvelle logique d'intervention. Bath visait à résoudre plusieurs problèmes anciens de la chirurgie de la cataracte simultanément. Premièrement, rendre l'intervention plus précise. Deuxièmement, réduire le traumatisme tissulaire par rapport aux approches plus grossières du passé. Et, troisièmement,
permettre de travailler même avec des cataractes particulièrement denses qui représentaient traditionnellement une difficulté accrue pour les chirurgiens. C'était particulièrement important car une cataracte sévère n'est pas un exotisme rare, mais une réalité typique pour les personnes qui n'ont pas reçu de soins en temps voulu pendant des années. Plus le patient consultait tardivement un médecin, plus l'opération devenait difficile et plus le risque de complications était élevé. Bhatt comprenait parfaitement cette corrélation grâce à sa propre expérience clinique et c'est précisément pour cela qu'elle essayait de rendre la technologie utile non seulement pour les cas idéaux, mais aussi pour les cas les plus avancés. Au milieu des années 80, son développement s'est concrétisé en une invention qui pouvait déjà être brevetée en tant que technologie médicale indépendante. En 1988, Patricia Bhatt a obtenu le brevet du laser phacoprobe et ce moment fut historique à double titre. Premièrement, l'appareil lui-même pour l'élimination de la cataracte par laser a été officiellement enregistré. Deuxièmement, Bhatt est devenue la première médecin afro-américaine à obtenir un brevet pour une invention médicale. Derrière le langage sec du document de brevet se cachait une immense histoire humaine. Pour atteindre ce jalon, elle a dû surmonter une double résistance, technologique et sociale. Elle travaillait dans une profession où les femmes noires étaient quasiment absentes des postes les plus en vue, tout en essayant de convaincre le milieu médical conservateur que l'avenir de la chirurgie ne viendrait pas de la hiérarchie habituelle des départements, mais d'un médecin qui voyait plus loin que ses collègues. Et pourtant, son invention n'était pas une belle théorie pour le cadre du brevet sur le mur. Les sources sur Bhatt soulignent que la technologie a été créée pour le traitement réel de la cataracte et a ensuite été utilisée pour restaurer la vision des patients. C'est ce qui distingue une véritable percée médicale d'une curiosité de laboratoire. Elle change la vie de quelqu'un en dehors d'un article, d'une conférence, d'une archive de brevet. Si l'on examine la nature de son travail, il devient clair pourquoi l'histoire de Patricia Bhatt occupe une place particulière tant dans la science que dans l'histoire des droits civiques. Elle n'a pas simplement ajouté un nouvel outil à l'arsenal de l'ophtalmologiste. Elle a élargi la conception de qui a le droit d'être un inventeur, qui détermine la direction du progrès médical et dont les problèmes sont considérés comme dignes d'une solution d'ingénierie. C'est là que résidait la force cachée de la sonde laser phaco. Elle est née de la combinaison d'une observation clinique, d'une pensée physique et d'une obstination morale. Cette rare capacité à ne pas se détourner d'un problème simplement parce que le système s'est habitué à vivre avec. Là où d'autres voyaient une autre opération complexe, Bhatt voyait une structure d'inégalité, et là où d'autres acceptaient la limite de la technologie comme une donnée, elle la percevait comme un obstacle temporaire. Mais le brevet n'est qu'une partie de l'histoire. La question suivante était bien plus redoutable. Cette nouvelle technologie pourrait-elle passer du concept d'ingénierie à une pratique chirurgicale durable, gagner la confiance des médecins et réellement changer le destin de ceux qui avaient déjà perdu l'espoir de revoir la lumière? C'est ici que commence la partie la plus humaine de cette histoire, le moment où l'invention quitte le laboratoire pour se confronter aux hôpitaux, aux patients et au jugement implacable du monde réel. L'invention devait maintenant passer le test le plus difficile, non pas dans un bureau de brevet ou un laboratoire de recherche, mais dans la chirurgie réelle, où chaque idée est mesurée par la vue, la douleur et l'espoir humain. Pour Patricia Bhatt, c'était un moment décisif, car elle n'avait jamais considéré le laser phacoprobe comme un trophée intellectuel ou un symbole de triomphe personnel. Cet instrument est né de la pratique d'un médecin qui avait vu trop souvent des patients arriver trop tard, trop pauvres et trop lasses du monde pour pouvoir se permettre une autre opération imparfaite. Imaginez une salle d'opération de la fin des années 1980. La lumière chirurgicale tombe presque verticalement, les surfaces métalliques brillent froidement et uniformément. À côté du microscope sont alignés des kits stériles d'instruments ophtalmiques des plus fins, et les mouvements de la main du chirurgien doivent être presque impeccables. Dans un tel environnement, un nouvel appareil ne bénéficie d'aucune indulgence. Soit il permet de travailler avec plus de précision et de sécurité,
soit il reste une hypothétique curiosité technique bientôt oubliée. C'est ici que résidait la force de l'approche de BAT. Son faisceau laser était conçu pour cibler plus précisément la cataracte, suivie de l'élimination du matériau détruit, plutôt que de remplacer grossièrement les anciennes techniques. L'invention reposait sur une logique chirurgicale de minimisation des traumatismes, moins de pression mécanique inutile, plus de contrôle, plus de chances de préserver les structures oculaires environnantes. Pour les patients, cela revêtait une importance difficile à surestimer. La cataracte est l'une des affections les plus courantes entraînant la cécité, et elle est particulièrement dévastatrice là où les gens vivent sans examen régulier et sans accès à un traitement précoce. BAT a bâti sa carrière sur la compréhension de cette dure réalité. La maladie se présente rarement comme un schéma médical abstrait, elle est plus souvent une conséquence de la pauvreté, de l'isolement et des inégalités systémiques. Son travail médical ne s'est donc jamais limité à la seule invention. Elle a développé et promu la notion d'ophtalmologie communautaire, reliant les soins cliniques, la prévention et les examens mobiles à l'objectif plus large de la prévention de la cécité. Pour elle, une intervention chirurgicale et un examen préventif d'un enfant dans un quartier pauvre faisaient partie de la même mission. Il est particulièrement important de s'en souvenir, car l'histoire de la technologie est souvent perçue de manière trop restrictive. Il est facile de se concentrer sur le brevet, le nom de l'appareil et la date de reconnaissance officielle, tout en négligeant la véritable force motrice, la question qui a poussé l'inventeur à travailler contre l'inertie de la profession. Dans le cas de Patricia Bass, cette question était d'une clarté cristalline. Pourquoi tant de personnes deviennent-elles aveugles à cause de maladies que la médecine sait déjà traiter, et pourquoi l'accès à la préservation de la vue est-il si inégalement réparti? C'est pourquoi sa carrière ressemble à une ligne continue plutôt qu'à une série de réalisations disparates. Elle est devenue la première afro-américaine à terminer sa résidence en ophtalmologie, puis est entrée dans l'histoire en tant que première médecin afro-américaine à obtenir un brevet pour une invention médicale. Et ces deux étapes ont été motivées par le même désir de repousser les limites du possible, tant pour la science que pour la société. Là où le système lui disait que les limites étaient déjà fixées, Butt répondait par son propre travail, sa discipline scientifique et ses résultats. Il est également important de noter que sa reconnaissance n'est pas venue instantanément ni comme une faveur de la part de l'establishment médical. Comme beaucoup d'innovateurs, elle a fait progresser ses idées dans un milieu qui se méfiait des changements radicaux, surtout s'ils ne provenaient pas des centres de pouvoir les plus privilégiés. Mais le brevet de la sonde laser phaco a enregistré une chose simple et indéniable. Elle n'a pas seulement participé au développement de l'ophtalmologie, elle a changé le langage même des solutions possibles en chirurgie de la cataracte. Avec le temps, le nom de BAT a commencé à résonner non seulement dans les cercles médicaux professionnels, mais aussi dans l'histoire plus large de la science américaine. Sa biographie était de plus en plus citée comme un exemple de la manière dont une invention scientifique peut naître de la combinaison de la pratique clinique, de la responsabilité sociale et de l'imagination d'ingénieurs. Pour les jeunes médecins, en particulier, les femmes et les membres des communautés longtemps sous-représentées dans la médecine d'élite, son parcours est devenu non seulement une source d'inspiration, mais un précédent structurellement important. C'est là toute la portée exceptionnelle de son héritage. Une chose est d'inventer un appareil. Une autre est de changer la perception de qui peut être l'auteur d'une avancée médicale et dont les observations de vie méritent de se transformer en une technologie d'importance mondiale. Booth a fait les deux. Même lorsqu'on en parle brièvement, en quelques lignes d'une encyclopédie, derrière ces lignes se cache un travail colossal pour surmonter des barrières qui ne sont pas visibles sur la photographie d'un document de brevet. Ce sont les barrières de race, de sexe, de fermeture académique, de répartition des ressources et de scepticisme scientifique, et le fait qu'elle n'ait pas seulement réussi à les franchir par exception, mais qu'elle ait laissé derrière elle un outil pratique et une nouvelle perspective médicale n'en paraît que plus significatif. Si l'on retourne mentalement dans ce laboratoire de Berlin,
où elle perfectionnait les principes de la chirurgie de la cataracte au laser, il devient clair que la technologie de la lumière elle-même n'était pas la seule chose qui comptait. Sa persévérance était importante, sa volonté de chercher de l'équipement dans d'autres pays, d'apprendre au-delà de sa discipline habituelle et de continuer là où d'autres auraient abandonné. L'histoire des découvertes scientifiques ressemble souvent à une série d'éclairs de génie, mais l'histoire de BAT montre autre chose. Une véritable percée est généralement construite à partir d'observations, de répétitions, d'échecs, de refontes et d'une persistance qui dure des années. À la fin de sa vie, Patricia BAT occupait déjà une place de choix dans l'histoire de la médecine en tant qu'ophtalmologiste, inventrice et défenseur du droit humain à la vision. Son nom est associé non seulement au laser phacoprobe, mais aussi à une lutte plus large contre la cécité évitable à laquelle elle a consacré des décennies de travail clinique, organisationnel et éducatif. Lorsqu'elle est décédée en 2019, les nécrologies et les notices biographiques ont souligné cette double force de sa vie. La rigueur de la scientifique et la clarté morale du médecin qui n'oubliait jamais pour qui la médecine existait. Et par conséquent, l'histoire de Patricia BAT n'est pas seulement l'histoire d'un appareil d'ablation de la cataracte. C'est l'histoire de la façon dont une médecin de Harlem a vu dans la cécité non pas une fatalité, mais un défi. Dans les instruments existants, non pas une limite, mais une étape temporaire. Et dans la vision elle-même, non pas un privilège pour quelques-uns, mais un droit qui peut et doit être défendu au niveau de la science, de la clinique et de la conscience publique. Là où d'autres acceptaient l'obscurité comme un destin, elle cherchait un moyen de redonner la lumière. Et si l'on examine attentivement son parcours, image par image, de la bourse scientifique scolaire au bloc opératoire avec sonde laser, de l'hôpital de Harlem aux laboratoires européens, des premières observations sur les inégalités au brevet qui a marqué l'histoire, il devient évident. Sa plus grande invention fut plus qu'un appareil. Elle a aidé la médecine à voir, ce qui restait trop souvent dans l'ombre auparavant, que le progrès technique n'est véritablement grand que lorsqu'il atteint ceux qui ont été ignorés trop longtemps.